Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices de ce webinaire. Je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir m'adresser, ce n'est pas si souvent, je me demande même si ce n'est pas la première fois, directement aux volontaires de Constance qui nous permettent de mener l'ensemble de ces travaux de recherche. Donc, je vais vous parler effectivement des liens entre santé mentale et santé physique, et peut-être plus particulièrement des liens entre dépression ou symptômes dépressifs et santé physique. Un tout petit mot d'introduction sur cette notion de santé mentale avant de la réduire à ce qu'elle n'est pas complètement, c'est-à-dire la dépression. Premièrement, il faut partir de la définition de la santé par l'OMS, et la définition de la santé va au-delà de l'absence de maladie. Il s'agit de tout ce qui nous permet de mener la vie que nous souhaitons mener, en particulier un état de bien-être physique, mental et social. Donc, c'est ce qui va nous permettre de nous réaliser. De ce point de vue-là, la santé n'est pas un but en soi, mais c'est vraiment un moyen. Et décliné sous l'angle de la santé mentale, eh bien, on a cette définition qui peut sembler très large, qui est très ambitieuse, mais très précieuse, comme étant un état de bien-être qui nous permet à tous et toutes de réaliser notre potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Bien que cette définition soit très large, elle est rarement opérationnalisée de façon très précise en recherche et on préfère s'intéresser à certains aspects. Et moi, en l'occurrence, je suis psychiatre et donc un des aspects qui m'a le plus intéressé, c'est la dépression. Avant de parler de la dépression au sens où elle est mesurée dans Constance, puisque vous avez rempli des questionnaires, notamment un questionnaire qui permet de mesurer des symptômes dépressifs, une définition médicale de la dépression. La définition médicale de la dépression, c'est celle de l'épisode dépressif caractérisé. Vous avez sur cette diapositive un certain nombre de symptômes. En bas à gauche, on voit qu'il y a au moins 2 des symptômes suivants. Donc une tristesse pathologique, ça veut dire quoi pathologique? Ça veut dire qu'elle ne dépend plus tellement des circonstances extérieures. Et puis une perte d'intérêt et de plaisir pour les choses qui habituellement nous motivent, nous intéressent, et une fatigue, une asthénie. Puis avec ces symptômes clés, cardinaux, eh bien, un certain nombre d'autres symptômes peuvent être associés, doivent être associés si on veut porter le diagnostic. La perte de confiance en soi, le sentiment de culpabilité, ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires, les difficultés de concentration et d'attention, un sentiment de ralentissement, au contraire de fébrilité, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Ce qui est important, c'est que ces symptômes dépressifs qu'on a mesurés dans la cohorte et dont je vais vous parler ensuite, qu'on a mis en relation avec la santé physique, ils ne définissent la dépression que s'ils sont présents quasiment tout le temps, quasiment toute la journée pendant au moins 2 semaines, ce qui limite déjà un peu le spectre de la dépression, sinon on pourrait tous assez régulièrement avoir un épisode dépressif caractérisé. C'est une pathologie fréquente qui concerne 5 à 15% de la population en fonction des estimations, mais ce n'est pas une pathologie qui nous concerne tous à tout moment. Et puis évidemment, bien sûr, pour qu'on parle d'un trouble, d'une maladie psychiatrique, il faut qu'elle ait un retentissement fonctionnel. Dans les travaux que je vais vous présenter par la suite, j'ai utilisé avec les collègues les données d'une échelle qui s'appelle la CESD, dont vous parlera Emeline Neki tout à l'heure, qui correspond à le fait de savoir si les volontaires ont présenté au cours de la période immédiatement précédente un certain nombre de ces symptômes dépressifs. Mais ça ne permet pas de dire qu'il s'agit véritablement d'un épisode dépressif caractérisé au sens médical. Donc, on s'est posé un certain nombre de questions concernant les relations entre dépression et santé physique, et je vais vous présenter des résultats issus de ces dernières années sur ce thème. Une première question est partie d'un fait connu, que peut-être vous connaissez, mais peut-être pas, c'est que la dépression est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, et un facteur de risque au même titre que des facteurs de risque que vous connaissez mieux, comme la sédentarité, le surpoids ou le tabagisme, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui était bien connu, bien établi. Et ce qu'on a voulu savoir, à partir de données préliminaires qu'on avait obtenues dans d'autres cohortes, c'est est-ce que cette relation entre dépression et risque cardiovasculaire variait en fonction du statut socio-professionnel ou est-ce que c'était équivalent, quel que soit le statut professionnel. Et donc voilà un premier résultat que nous avons obtenu, c'est que la dépression, ces symptômes dépressifs mesurés dans Constance, étaient d'autant plus associés au risque cardiovasculaire que le statut socio-professionnel était bas. En d'autres termes, ça n'avait pas la même signification en matière de risque cardiovasculaire d'avoir un score élevé de dépression si vous étiez cadre ou au contraire ouvrier. Et curieusement, et c'est quelque chose qu'on n'a pas complètement expliqué, cette relation entre dépression et risque cardiovasculaire modulé par le statut socio-professionnel, on ne l'a observé que chez les hommes et pas chez les femmes. Donc voilà un premier résultat qui suggère eh bien, qu'en matière de risque cardiovasculaire, il y a une attention toute particulière à porter à la dépression, peut-être chez les hommes, et en particulier chez les hommes dont le statut socio-professionnel peut être considéré comme plus bas que d'autres.
Un autre domaine qui nous a intéressés, toujours dans le domaine du risque cardiovasculaire, c'est les relations entre le risque cardiovasculaire, le traitement du risque cardiovasculaire et la dépression. La prévention du risque cardiovasculaire repose en partie seulement, il y a d'autres aspects, mais en partie sur le traitement de certains facteurs de risque que vous connaissez, qui sont l'hypertension, le diabète, les dyslipidémies. Mais on sait que l'adhésion à ces traitements, comme à tout traitement, n'est pas optimale. Et quand on doit prendre un traitement chronique, un certain nombre d'entre nous ont du mal à le faire sur la durée, pour toutes sortes de raisons. Et on sait que ça fait partie des problèmes que pose la prévention du risque cardiovasculaire. L'OMS avait, lors d'un de ses rapports, dit notamment, de façon un peu provocatrice, bien sûr, mais que ça ne servait plus à rien d'inventer de nouveaux traitements. Maintenant, il fallait inventer un moyen pour que nous autres, les patients ou les futurs patients, prenions ces traitements déjà existants. Évidemment, c'était une façon provocatrice de formuler les choses, mais ça permettait de dire que c'était un élément majeur. Et donc, on a voulu savoir si le fait que la dépression est associée au risque cardiovasculaire était lié à une moins bonne observance, à une moins bonne adhésion à ces traitements. Et c'est la question que l'on a posée. Et le résultat qu'on a obtenu, c'est que la dépression était associée à une moindre adhésion au traitement du diabète à court terme dans les 18 premiers mois. C'est notamment un résultat qu'on a obtenu grâce à Sofiane Kab, qui est panéliste ce soir, mais que nous n'avons pas observé d'association avec l'hypertension ou la dyslipidémie, ce qui suggère d'une part que ce défaut d'adhésion au traitement n'explique qu'une toute petite partie du risque cardiovasculaire, mais aussi, bien sûr, que le dépistage de la dépression devrait accompagner la prise en charge du diabète. Parce que, effectivement, si je souffre d'un diabète et en plus de symptômes dépressifs, ce sera peut-être plus difficile pour moi de suivre le traitement médicamenteux. Troisième question qu'on s'est posée, toujours sur les liens entre dépression et risque cardiovasculaire, eh bien, ce risque cardiovasculaire, parfois, il est représenté par ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui figure ici à droite de la diapositive, qui est en fait une constellation d'autres facteurs de risque, certains dont on a déjà parlé, le diabète, ici appelé résistance à l'insuline, mais aussi l'hypertension artérielle ou des problèmes de graisse dans le sang, mais aussi par l'obésité viscérale. Et quand on a l'association de plusieurs de ces facteurs de risque, on parle de syndrome métabolique, qui peut éventuellement ne pas être considéré comme une maladie en soi, mais qui est véritablement un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et ce qui était connu, c'est qu'une alimentation dite saine et l'activité physique, de façon générale, protègent du syndrome métabolique. Ce qui était également connu, c'est que ces deux comportements de santé protecteurs sont moins fréquents chez les patients présentant des symptômes dépressifs. Et donc la question qu'on s'est posée, c'était de savoir quel était le rôle d'une alimentation saine et ou de l'activité physique dans cette association entre dépression et syndrome métabolique. Les résultats que nous avons obtenus montraient que l'association entre dépression et syndrome métabolique était effectivement partiellement expliquée par une alimentation moins saine et un manque d'activité physique. Alors, quand on a préparé ce webinaire, mes collègues ici présents m'ont dit il ne faut pas que ce soit complètement déprimant pour les patients déprimés, il faut qu'il y ait aussi des messages positifs. Et le message positif est ici pour moi évident, mais je préfère le souligner, c'est que cette association n'est pas une fatalité. Donc, la dépression n'est pas associée de façon automatique au risque cardiovasculaire. Et bien que ce ne soit pas facile à faire, on peut modifier ce risque par une alimentation plus saine et par une augmentation d'activité physique, ce qui rejoint les recommandations qui figurent notamment dans le programme national nutrition santé, avec augmentation de certains aliments, en particulier l'alimentation végétale, et puis également l'activité physique. Alors, il y a un paradoxe. Cédric, Oui. Cédric, on te demande de définir la dyslipidémie, s'il te plaît. Oui, la dyslipidémie. Alors, il y a dans le sang un certain nombre de graisses qui sont classées en différentes familles en fonction de leur biochimie. Principalement, celles que vous connaissez, ce sont les triglycérides et puis le cholestérol. Certains de ces marqueurs de ces graisses sont associés quand elles sont élevées à un risque cardiovasculaire plus important. Et donc, les dyslipidémies, c'est quand nous avons dans notre sang un dosage de ces graisses qui est au-delà de valeurs dites normales et surtout au-delà de valeurs pour lesquels il y a un risque cardiovasculaire qui est augmenté à distance. Donc, typiquement, par exemple, un taux plus bas de HDL cholestérol, parfois appelé bon cholestérol. Et donc, pareil, en soi, on ne peut pas considérer que c'est une maladie, puisqu'il n'y a pas de symptômes, ce n'est pas gênant, etc. Mais on sait que si on garde trop longtemps dans le sang des niveaux trop bas d'HDL cholestérol ou trop élevés de LDL cholestérol, on est à un risque plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire. D'où les traitements qui nous sont parfois proposés, soit médicamenteux, soit non médicamenteux, avoir un peu plus d'activité physique, manger un peu plus sainement, etc.
Donc, à l'instant, je vous ai dit que il n'y avait pas de fatalité et qu'on pouvait, par exemple, végétaliser un peu son alimentation. Mais le problème, et c'est le quatrième point sur lequel on a travaillé, c'est qu'il y a une association qui est connue, c'est que les personnes qui ont une alimentation végétarienne ont plus tendance à avoir des symptômes dépressifs. Alors, ça peut en plus renforcer certains lieux communs, et là, on renvoie à certaines motivations des chercheurs. Par exemple, moi, j'ai une alimentation purement végétalienne, et donc je pensais, a priori, que cette association n'était peut-être pas vraie, notamment qu'elle relevait d'études qui n'avaient pas tenu compte de plein de facteurs. Et c'est ce que permet Constance. Constance permet, grâce à la richesse des données qui sont recueillies auprès des volontaires, de tenir compte de plein de facteurs. Par exemple, de la santé physique, d'autres pathologies qui pourraient exister, mais aussi du niveau d'éducation, des choix que l'on fait pour notre alimentation. Est-ce qu'on s'alimente pour la santé, est-ce qu'on s'alimente pour le plaisir, etc. Et donc, on a voulu tester cette association et notamment savoir si c'était spécifique de l'exclusion des produits animaux de l'alimentation ou uniquement de certains, pardon, si c'était spécifique uniquement observé quand on exclut les produits animaux, comme quand on mange végétarien ou végétalien, ou si ça pouvait être observé dans l'exclusion d'autres aliments. Eh bien, ce qu'on a observé, à mon grand désespoir, c'est que les régimes végétariens dans Constance concernent bien en moyenne, et quand bien même on tiendrait compte de beaucoup de facteurs, des personnes qui ont un niveau plus élevé de symptômes dépressifs, même quand on tient compte du sexe, de l'âge, du niveau d'éducation, d'autres de pathologies. Quelque chose qui nous avait intrigué quand même, c'est que le régime végétalien, qui est quand même plus strict, puisqu'il n'y a aucun produit d'origine animale dans ce régime, lui n'était pas associé à un niveau plus élevé de dépression. Et puis par ailleurs, et c'est un cinquième résultat, en réalité, ce qu'on a observé, c'est que toute exclusion alimentaire était associée à un niveau plus élevé de dépression. Et le groupe alimentaire, je ne peux pas me priver de le préciser, le groupe alimentaire dont l'exclusion était le plus associée à la dépression, c'était les légumes. Donc vous voyez que finalement, des résultats qui peuvent pointer certains aliments, en fait, se retrouvent complexifiés ou, si l'on veut, clarifier grâce à des données comme celle de Constance, c'est le fait d'exclure de son alimentation des aliments particuliers qui est associé à un niveau plus élevé de dépression, quel que soit ce groupe alimentaire. Et donc, ça renvoie aussi au fait que les recommandations proposent d'augmenter certains groupes alimentaires, de diversifier certains autres. En particulier, par exemple, vous avez dans les aliments le poisson, l'huile de colza riche en oméga 3, et aussi de réduire d'autres aliments comme l'alcool ou la viande, et puis, indépendamment des aliments, le temps passé sédentaire. Alors là, se pose tout de suite ce genre de questions, en épidémiologie en tout cas, la fameuse question problématisée ici par la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce que je suis plus déprimé que j'exclus des aliments? Vous avez vu que ça donnait des troubles de l'alimentation, la dépression. Ou est-ce que c'est parce que j'exclus des aliments de mon alimentation que j'ai plus de symptômes dépressifs? Et là aussi, la richesse d'une base de données comme Constance, qui vous demande de façon répétée de répondre à des questionnaires, la richesse de ces informations qui sont colligées grâce à vos réponses répétées, pas simplement lors de l'inclusion, nous permet d'interroger ces relations de causalité. On ne peut jamais démontrer la causalité dans une enquête épidémiologique observationnelle, mais on peut vérifier que la cause supposée précède bien la conséquence et pas l'inverse. Et donc, c'est ce que l'on a fait, et le résultat, il est très clair, c'est que c'est l'exclusion de certains aliments, peu importe lesquels, mais plus on exclut des groupes alimentaires, c'est ce comportement qui est associé à l'apparition de symptômes dépressifs et pas l'inverse. Plus exactement, la dépression prédit également l'exclusion de certains groupes alimentaires, mais la force de l'association est 100 fois plus forte dans le sens de l'exclusion des aliments vers la dépression que de la dépression vers l'exclusion des aliments. Ce qui suggère là aussi que notre alimentation peut avoir un rôle à jouer sur notre santé cardiovasculaire, je crois que c'est largement connu, mais peut-être aussi même sur notre santé mentale, bien qu'il faille des études expérimentales pour le confirmer. Et donc, c'est quand même une piste qui peut être bien sûr soulevée par l'épidémiologie et testée ensuite dans des études interventionnelles. Une alimentation saine et variée pourrait elle aussi contribuer à la prévention de la dépression. Dernier point, l'association entre symptômes dépressifs et autres symptômes, notamment symptômes physiques. Vous avez vu tout à l'heure dans les critères de la dépression, il y a des symptômes physiques. Il y a la fatigue, il y a des troubles de l'appétit. Mais ce que l'on sait également, c'est que la dépression, de façon générale, est associée à plus de symptômes physiques, quels qu'ils soient. Des douleurs, notamment, qui ne font pas partie des critères de diagnostic de dépression, mais qui sont plus fréquents en cas de dépression. Et ce qui était connu dans la littérature au moment où s'est posée cette question, c'est qu'après une infection par le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, eh bien, la dépression était un facteur de risque de développer des symptômes physiques non pas seulement aigus, mais persistants, qu'on appelle parfois Covid long. Donc ça, c'était établi dans la littérature.
Et c'est vrai que tous les symptômes que l'on peut ressentir dans n'importe quelle maladie ont été décrits comme pouvant être attribuables à une infection par SARS-CoV-2 pour les personnes souffrant de Covid-19. Ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que c'était le cas uniquement en cas d'infection par SARS-CoV-2 ou est-ce que la dépression était de façon générale associée à l'apparition, à un risque accru d'apparition de symptômes physiques persistants. Et ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, la dépression au début de la pandémie de Covid-19, pendant cette première vague, dont nous avons tous en général un souvenir assez saillant, eh bien, le fait d'avoir présenté des symptômes dépressifs pendant cette première vague est associé à l'apparition donc, de nouveaux symptômes, de symptômes physiques persistants, 7 à 12 mois plus tard, chez les personnes infectées, mais également chez les personnes non infectées. Et ce que ça suggère, c'est que le dépistage et la prise en charge de la dépression pourraient participer, bien sûr, c'est qu'un facteur parmi d'autres, mais pourraient participer à la prévention de l'apparition de ces symptômes persistants qui peuvent parfois être très invalides. Et enfin, ce qui était connu un peu dans le même domaine, c'est que, eh bien, on sait que la Covid-19 est plus sévère chez les hommes que chez les femmes en général, mais que les femmes sont plus à risque que les hommes de développer des formes prolongées de la Covid, donc ces symptômes prolongés, parfois appelés Covid-2. Et comme on sait également que les femmes sont plus à risque de présenter des symptômes dépressifs au cours de la vie, à peu près 2 fois plus de risques chez les femmes que chez les hommes, pour toutes sortes de raisons, eh bien, on s'est posé la question de savoir dans quelle mesure cette plus grande fréquence de la dépression chez les femmes pouvait expliquer aussi la plus grande fréquence des symptômes persistants après infection par SARS-CoV-2. C'est le dernier résultat que je voulais vous présenter ce soir. La dépression au début de la pandémie de Covid-19, donc lors de cette première vague, eh bien, elle explique une partie seulement, mais une partie substantielle, 40% du surrisque présenté par les femmes d'avoir des symptômes physiques persistants à l'issue d'une infection par SARS-CoV-2. Une dernière diapo pour terminer cette présentation. Je n'ai présenté, comme je vous l'ai dit en introduction, que des résultats en rapport avec la dépression, ce qui peut être en soi un peu dépressogène. Il existe une littérature scientifique qui porte sur des facteurs psychologiques non pas négatifs, mais des facteurs psychologiques dits positifs, comme l'optimisme, le dynamisme, le sens qu'on donne à sa vie, et qui, eux, montrent des associations protectrices vis-à-vis de l'apparition de maladies physiques. Donc, il existe tout un pan de cette littérature étudiant les liens entre santé mentale et santé physique, qui n'est pas dédié aux facteurs psychologiques dits négatifs, mais aux facteurs psychologiques dits positifs. Voilà, j'en ai terminé. Je serais très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Cédric. Alors, bonsoir à tous. Une première question merci beaucoup pour cette présentation. Une première question qui est ressortie sur le panel, c'est la question de la différence entre hommes et femmes par rapport à ces différents risques. Alors, vous avez expliqué sur le premier point concernant la catégorie socio-professionnelle que l'effet n'était apparemment observé que chez les hommes. On nous demande est-ce qu'il y a une explication et par rapport aux autres points que vous avez présentés, en particulier sur l'adhérence au traitement, etc., est-ce qu'il y a également la même différence entre femmes et hommes que sur le premier et je pense le dernier point, il y avait une différence claire? Alors, de façon générale, comme je l'ai dit, la prévalence et l'incidence de la dépression est différente chez les hommes et les femmes, ce qui pose plein de questions en matière d'effets du sexe, d'effets du genre. Est-ce que c'est plus de vulnérabilité, plus d'exposition aux événements dépressogènes? Donc, c'est plein de questions très complexes. Mais du fait qu'il y ait cette différence d'incidence et de prévalence, toutes les analyses que l'on fait sur la dépression, en tout cas dans Constance, on regarde toujours si les effets sont identiques chez les hommes et chez les femmes. Donc toujours. Donc dans tous les résultats que je vous ai présentés, où je ne vous ai pas parlé de différence entre hommes et femmes, on l'a vérifié et on a regroupé les données des hommes et les femmes précisément parce qu'il n'y a pas de différence. Mais effectivement, dans certains de ces résultats, il y avait des différences. Donc le premier qui est évoqué, c'est celui du risque cardiovasculaire et de son association avec la dépression qui est donc modulé par la catégorie socio-économique, c'est un peu compliqué, il y a trois facteurs ici, et qui serait vrai que chez les hommes et pas chez les femmes. L'explication, on ne sait pas très bien pourquoi c'est le cas, et à ma connaissance, ce résultat a été exactement la façon dont ça a été fait, ça n'a pas été répliqué, probablement parce que les données de l'accord de Constance sont assez uniques à ce sujet. Une première explication, c'est que ce qu'on a utilisé ici, ce n'est pas le risque mesuré, on n'a pas compté les événements cardiovasculaires survenus aux volontaires, on a calculé un risque cardiovasculaire compte tenu des autres facteurs connus, donc de ces dyslipidémies dont nous parlions tout à l'heure, de l'hypertension, du surpoids, etc. Et donc, ce que signifient ces résultats, c'est que l'association de la dépression avec ces facteurs de risque cardiovasculaire
augmente, déjà est plus forte chez les hommes que chez les femmes, et augmente avec le statut socio-économique plus bas, possiblement en raison d'habitudes de vie qui sont associées à la dépression, plus chez les hommes que chez les femmes, peut-être plus de sédentarité, peut-être plus de comportements à risque vis-à-vis des conduites addictives, dont Guillaume Eragne nous parlera tout à l'heure, notamment du tabac. Et donc là aussi, probablement, ces différences ne sont pas une fatalité, mais probablement expliquées, médiées, on dit en épidémiologie, expliquées par les comportements à risque associés à la dépression. Et puis le dernier point qui concerne la notion de symptômes physiques persistants, eh bien là, ça découle des points précédents. En fait, le fait d'avoir des symptômes dépressifs est autant à risque lors de la première vague et autant à risque de développer des symptômes physiques persistants chez les hommes et chez les femmes. Et comme il y a plus de symptômes dépressifs chez les femmes, il y a aussi plus de symptômes persistants chez les femmes. Cédric, j'ai une nouvelle question qui est peut-être plus avec ta casquette de médecin pour savoir si la maladie d'Alzheimer est liée à la dépression chronique ou peut-elle en être la conséquence? Alors, les psychiatres sont médecins, Gaël. Effectivement, c'est une question qui est très importante et qui a été soulevée. On sait épidémiologiquement que le fait de présenter des épisodes dépressifs est associé à un risque accru de démence. Mais comme je le disais tout à l'heure, en épidémiologie, qui dit association ne dit pas forcément cause. Par exemple, il est possible que certaines anomalies associées à la démence, et là je vais prendre un cadre plus large que celui de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a aussi une grande cause de démence qui sont les démences dites vasculaires, donc tous les dégâts que font ces marqueurs de risque cardiovasculaire, non pas au niveau du cœur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ou des vaisseaux, mais au niveau des vaisseaux du cerveau, donc au niveau du cerveau, ben, il est possible que ces mécanismes qui aboutissent un jour à un état démentiel, à la perte de nos fonctions cognitives, soient aussi des mécanismes qui aboutissent à un risque dépressif. Et donc, on a l'impression que la dépression apparaît avant la démence, et donc que la dépression pourrait être un facteur de risque de démence. Mais en réalité, il y a une cause commune qui peut être, par exemple, une hypertension non diagnostiquée, non traitée, qui va d'une part faire le lit de la démence, mais aussi altérer certaines régions cérébrales qui sont utiles pour réguler nos émotions. Et ça, c'est probablement le fait de dépression à début tardif, ce qu'on appelle la dépression à début tardif. C'est des dépressions qui surviennent pour la première fois, souvent il y a des définitions de dire après 60 ans, après 65 ans, chez quelqu'un qui n'a jamais présenté de dépression, quand pour la première fois de sa vie, on présente une dépression après 60 ans, après 65 ans, on sait que c'est plus à risque de révéler une atteinte cérébrale qui pourrait être un facteur de risque de démence. Et bien sûr, la relation inverse, alors toute affection, quelle que soit, peut entraîner un risque de dépression du fait des limitations fonctionnelles ou simplement de la représentation qu'on a d'être malade. Et ça, dans mon expérience de médecin, c'est très variable d'un individu à l'autre, comme dans toutes les pathologies. Puis il y a une dernière question qui est une question qui a été controversée, c'est l'usage des traitements de la dépression ou des traitements associés à la dépression, qui ne sont pas des traitements de la dépression, mais qui sont notamment les benzodiazépines. Eh bien, il a été questionné de savoir si ces benzodiazépines, qui donnent des troubles de mémoire chez un sujet en bonne santé, pouvaient précipiter le risque de démence. C'est une question qui est très controversée parce qu'en réalité, les facteurs qui font qu'on peut avoir besoin de ces traitements, en tout cas se voir prescrire ces traitements benzodiazépiniques, sont aussi des facteurs émotionnels qui peuvent être liés aux causes qui vont secondairement entraîner la démence. Je vais faire un package de questions parce que là, le régime végétarien, il y a pas mal de questions autour de ça. Donc, je te les mets en grappe et puis tu réponds en fonction. Quelle est la différence entre le fait de se priver d'un ou plusieurs aliments et le régime végétalien où on se prive de beaucoup d'aliments? En Inde, il y a beaucoup d'habitants, ils sont végétariens et ils sont en bonne santé. Est-ce qu'il y a des enzymes particulières? Et la troisième, est-ce qu'une nourriture anti-inflammatoire comme les recettes crétoises peuvent-elles prévenir les épisodes de dépression? Donc, je pense que tu as une réponse autour de la diversité alimentaire à faire. Je te laisse la parole. Donc, les régimes végétariens excluent en général la chair des animaux. Les régimes végétaliens excluent l'ensemble des produits issus des animaux. Donc, ça signifie aussi les laitages et puis les œufs, principalement. Pour des raisons qui sont très diverses, en fait. L'association des régimes végétaliens traditionnels avec la santé est plutôt neutre, en fait. Il y a des exemples, effectivement, de populations qui suivent des régimes végétaliens traditionnels, qui sont en général des régimes qui sont naturellement équilibrés. Il suffit à penser à couscous ou au dal indien, puisqu'il était question du dal. Donc, il y a la moitié de céréales, un tiers de légumes et un sixième de légumineuses. Et avec ça, en général, on a à peu près tout ce dont on a besoin, sauf la vitamine B12, qui ne se trouve que dans les
les produits d'origine animale. Voilà, donc quand c'est associé à une alimentation traditionnelle, en l'occurrence végétalienne, en général, il n'y a pas de lien véritablement avec la santé. Ensuite, il y a des travaux qui suggèrent que végétaliser son alimentation, ça a plutôt tendance à être un facteur protecteur. Et puis, il y a des exemples plus célèbres, je sais pas. Carl Lewis, par exemple, était végétalien. Donc ça n'avait pas l'air de le gêner grandement. Il mangeait peut-être d'autres petites choses en secret, je ne sais pas. Et la dernière question, c'était quoi? Ah, les régimes crétois aussi, je pense. Alors oui, il y a beaucoup de... Alors là, les essais, enfin l'épidémiologie nutritionnelle est beaucoup aussi basée sur les associations, mais des collègues, notamment français, ont mené des essais de grande envergure sur des supplémentations, pas les régimes traditionnels, des supplémentations en antioxydants, en vitamines, etc. Et ces travaux ont généralement été relativement décevants en matière de santé mentale, alors que naturellement, on observe une association entre les régimes riches en oléagineux, oméga 3, poissons, régime crétois, et plutôt une prévention des maladies de type dépression. Mais quand on essaye sur des éléments plus interventionnels, de suppléments alimentaires, on est sur quelque chose de plus artificiel. En général, ces travaux s'avèrent décevants. Il y en a un qui a l'air prometteur et puis un autre qui vient remettre en cause les résultats obtenus.